Bienvenue dans l'État du Wisconsin où nous explorons les crimes et la condamnation d'Antonio Barbeau, un garçon de 14 ans qui a commis un acte de violence inimaginable à l'encontre de sa propre arrière-grand-mère. Préparez-vous à être choqué par les détails de ce crime horrible qui a ébranlé une petite ville du Wisconsin. Le jeune homme de 14 ans a été inculpé d'homicide volontaire au premier degré pour avoir prétendument frappé Barbara Olson, 78 ans, son arrière-grand-mère, à son domicile de Sheboygan Falls à l'aide d'un marteau et d'une hachette. Pour comprendre les crimes choquants commis par Antonio Barbeau, il faut d'abord se plonger dans son passé trouble et dans les facteurs qui l'ont conduit à commettre un acte de violence inimaginable à l'encontre de sa propre arrière-grand-mère. Antonio Barbeau a connu une enfance difficile. Né dans un foyer brisé, il a connu une enfance marquée par l'instabilité et la négligence. Ses parents, aux prises avec leurs propres démons, n'ont pas été en mesure de lui apporter l'amour et le soutien que tout enfant mérite. Barbeau a donc grandi dans un environnement chaotique, dépourvu de stabilité et de structure. Dès son plus jeune âge, Barbeau a montré des signes de colère et d'agressivité. Ses professeurs et ses camarades de classe ont souvent été témoins de ces accès de violence, qui n'ont suscité que peu d'interventions ou de conseils de la part des adultes qui l'entouraient. À l'adolescence, son comportement s'est intensifié et il est devenu de plus en plus difficile à contrôler. C'est au cours de cette période tumultueuse que l'arrière-grand-mère de Barbeau, Barbara Olson, est intervenue pour lui donner un sentiment de stabilité. Reconnaissant l'état troublé de son arrière-petit-fils, Barbara Olson l'a accueilli chez elle, espérant lui offrir l'amour et les conseils dont il avait désespérément besoin. Olson, une femme au grand cœur et patiente, fait de son mieux pour offrir à Barbeau un environnement propice à son épanouissement. Elle pensait qu'avec son soutien, il pourrait surmonter son passé troublé et trouver la voie d'un avenir meilleur. Cependant, malgré tous ses efforts, la colère et l'agressivité de Barbeau continuent de couver sous la surface. Au fil du temps, les tensions entre Barbeau et son arrière-grand-mère s'intensifient. Le poids de son passé trouble et l'absence d'intervention appropriée pèsent lourdement sur le jeune garçon. Il a du mal à contrôler ses émotions et s'en prend souvent à ses proches, y compris à Olson. Le mobile du crime odieux de Barbeau peut être attribué à une combinaison de facteurs. Tout d'abord, son éducation perturbée l'a plongé dans une colère et un ressentiment profond à l'égard de ceux qui l'avaient laissé tomber. Il a nourri un sentiment d'abandon et a cherché à infliger aux autres la douleur qu'il avait ressentie. Deuxièmement, la santé mentale de Barbeau a joué un rôle important dans ses actes. L'absence d'intervention et de soutien approprié pour ses problèmes émotionnels l'a laissé dans un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Sa colère et son agressivité étaient des manifestations de son trouble intérieur, et il voyait son arrière-grand-mère comme une cible commode pour sa rage refoulée. Enfin, l'influence des facteurs externes ne peut être ignorée. Dans la société actuelle, où la violence est souvent glorifiée et rendue sensationnelle, Barbeau a été exposé à un barrage constant d'influences négatives. Des jeux vidéo violents aux films explicites. Il a été immergé dans une culture qui a normalisé l'agression et l'a désensibilisé aux conséquences de ses actes. Ce jour-là, alors que les tensions atteignent leur paroxysme, la colère et la frustration de Barbeau le submergent. Dans un moment de pure rage, il prend la décision fatidique de sortir une hachette du garage et d'affronter son arrière-grand-mère dans le salon. Les événements qui suivirent furent tout simplement horribles. Barbeau, rongé par la colère et animé d'un sens déformé de la justice, s'en prend brutalement à Olson. Le bruit de la hachette frappant son corps frêle résonne dans les murs, laissant dans son sillage une scène de carnage inimaginable. Il s'est ensuite précipité dans la salle de bain, car il se sentait mal, mais lorsqu'il en est ressorti, il a vu son partenaire frapper la femme à plusieurs reprises avec le marteau. Elle savait que j'étais en fuite et elle a dit qu'elle allait appeler ma mère. Que s'est-il passé ensuite ? Nous sommes entrés, puis j'ai regardé Nate et j'ai hoché la tête comme pour dire oui ou non. Il a hoché la tête et j'ai pris le premier élan. D'accord, et diriez-vous que vous avez donné le premier coup avec la hache à main ? Oui, monsieur. Les voisins, alertés par le vacarme, appellent la police qui arrive sur les lieux et découvre un salon maculé de sang et un corps sans vie. Barbeau, encore en état de choc, est arrêté et placé en garde à vue. La communauté est restée incrédule, peinant à comprendre la brutalité du crime commis par un garçon de 14 ans. Au fur et à mesure de la procédure judiciaire, le mobile des actes de Barbeau est devenu plus clair. Il s'agissait d'un point culminant de son passé trouble, de ses problèmes de santé mentale non traités et des influences toxiques du monde qui l'entourait. La salle d'audience était remplie d'un mélange d'émotions, chagrin, colère et un sentiment d'incrédulité. Le crime brutal commis par Antonio Barbeau a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté, laissant dans son sillage une trace de dévastation. Alors que la nouvelle de l'horrible meurtre de son arrière-grand-mère, Barbara Olson, se répandait, la ville soudée du Wisconsin a été ébranlée, luttant pour accepter l'acte de violence inimaginable perpétré par un garçon de 14 ans.
Nous allions essayer de l'effrayer pour obtenir de l'argent et utiliser la force si nécessaire. Et quand vous dites « utiliser la force si nécessaire », y a-t-il eu une discussion sur le type de force que vous pourriez utiliser ? Une attaque. Je suppose pour tuer. Au lendemain du crime, la communauté s'est mobilisée pour soutenir la famille en deuil et demander justice pour Olson. Le choc et l'incrédulité étaient palpables, les voisins et les amis se rendant compte qu'une telle noirceur pouvait exister parmi eux. Au début de la procédure judiciaire, la salle d'audience devient le théâtre du drame qui se joue. L'accusation a présenté un dossier convaincant, rassemblant méticuleusement les preuves de la culpabilité de Barbeau. Elle a dressé le portrait d'un jeune garçon perturbé, ayant des antécédents de violence et n'éprouvant aucun remords pour ses actes. Il a également été révélé que lui et son partenaire frappaient littéralement sa grand-mère à tour de rôle. Elle a commencé à se diriger vers le salon en tombant, et pendant qu'elle tombait, « Avez-vous... Y a-t-il eu d'autres coups? L'avez-vous frappé à nouveau? J'ai frappé une fois de plus alors qu'elle tombait. À un moment donné, n'aviez-vous pas la hache à main lors de cet incident? » Tout de suite après, Nate l'a pris et il a utilisé le côté lame de l'appareil. La défense, quant à elle, a cherché à humaniser Barbeau, en mettant en lumière son passé trouble et l'incapacité du système à intervenir et à fournir le soutien nécessaire. Elle a fait valoir qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité serait trop sévère pour un jeune garçon ayant subi un tel traumatisme et a exhorté la Cour à envisager la réinsertion comme une alternative viable. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, des détails glaçants du crime sont apparus. L'accusation a présenté des preuves montrant la préméditation et l'intention derrière les actions de Barbeau. Ils ont révélé qu'il avait soigneusement planifié l'attaque contre son arrière-grand-mère, alimentée par une colère profonde et un sens déformé de la justice. Les images de surveillance de l'épicerie ont également montré les deux garçons prenant des gants et des lingettes, qui, selon Barbeau, servaient à effacer les empreintes digitales. Tout au long du procès, Barbeau est resté assis dans la salle d'audience, une présence obsédante. Ses yeux, remplis d'un mélange de peur et de défi, trahissaient le trouble intérieur qu'il ressentait. Parfois, il sanglotait de manière incontrôlée, semblant dépassé par la gravité de ses actes. D'autres fois, il semblait détaché, comme déconnecté de la réalité qui se déroulait autour de lui. Au cours du procès, il a fait preuve d'une large palette d'émotions, allant de l'essuyage de larmes à un sourire en coin au procureur. Le juge, qui présidait l'affaire, était confronté à la tâche difficile de trouver un équilibre entre la justice et la compassion. Il a reconnu la nature choquante du crime et l'impact dévastateur qu'il a eu sur la famille de la victime. Il a fondu en larmes au moment de la condamnation et a tenté de lire une déclaration d'excuses à la cour. Les larmes aux yeux, il n'a même pas pu terminer sa déclaration. « Je sais que je ne montre pas beaucoup mes émotions. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. » Il a plaidé non coupable et a été condamné à passer au moins 36 ans en prison pour ce meurtre, ce qui le rendra éligible à une libération conditionnelle à l'âge de 50 ans. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions, soulagement, chagrin et sentiment d'avoir tourné la page. La famille de Barbara Olson, bien que reconnaissante du verdict, savait qu'aucune peine ne pourrait ramener leur matriarche bien-aimée. Ils ont dû faire face à la douleur et à la perte causée par les actes de leur chair et de leur sang. Au fur et à mesure que la nouvelle de la condamnation se répandait, elle a déclenché une conversation plus large sur l'incapacité du système à intervenir et à prévenir un acte aussi horrible. Des questions ont été soulevées sur le rôle du soutien à la santé mentale, la disponibilité des ressources pour les jeunes en difficulté et la nécessité d'une intervention précoce pour traiter les problèmes de comportement. Le cas d'Antonio Barbeau nous a rappelé avec effroi les ténèbres qui peuvent se cacher même chez les plus jeunes membres de la société. Elle a mis en évidence l'importance de reconnaître les signes avant-coureurs et d'apporter le soutien nécessaire à ceux qui en ont besoin. Elle a également mis en évidence la nécessité d'un système judiciaire qui concilie punition et réinsertion, en particulier pour les jeunes délinquants. Les crimes choquants commis par Antonio Barbeau à l'encontre de son arrière-grand-mère, Barbara Olson, ont laissé un impact durable sur la communauté et ont soulevé des questions importantes sur les implications plus larges d'événements aussi tragiques. Alors que nous réfléchissons à cette affaire poignante, il y a des leçons précieuses à tirer et des mesures à prendre pour éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent à l'avenir. Nous sommes dans l'État de l'Iowa. Il s'agit d'Alexander Jackson, 22 ans, ancien étudiant de l'Iowa College. Il a été inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour avoir exécuté mortellement son père, sa mère et sa sœur dans leur maison du nord-est de Cedar Rapids. En ce jour fatidique de juin 2021, Alex Jackson a commis un acte inqualifiable, ôtant la vie à ses propres parents et à sa sœur d'une manière brutale et calculée. Les détails de cette affaire sont à la fois horribles et déroutants, laissant de nombreuses questions sans réponse.
Penchons-nous sur les événements qui ont conduit à ce jour fatidique de juin 2021. Ce fut un parcours marqué par des tensions, des relations tendues et un sentiment croissant de désespoir. Alex Jackson, un jeune homme de 22 ans, vivait avec ses parents, Jan et Melissa Jackson, et sa jeune sœur, Sabrina, dans la maison familiale du nord-est de Cedar Rapids. Mais derrière les portes closes, la dynamique familiale était loin d'être harmonieuse. Jan Jackson, un homme de 61 ans, était de plus en plus frustré par le manque d'orientation et de motivation de son fils. Il avait à plusieurs reprises exhorté Alex à trouver un emploi ou à faire des projets pour son avenir. Avec seulement $30 sur son compte en banque, la situation financière d'Alex était désastreuse et la pression exercée par son père ne faisait qu'intensifier son sentiment d'inadéquation. La relation tendue entre le père et le fils a atteint un point de rupture. Jan a fait comprendre à Alex qu'il devait soit trouver un emploi, soit quitter le domicile familial. Cet ultimatum a donné à Alex le sentiment d'être pris au piège et désespéré, sans issue apparente. Au fil des jours, la tension au sein de la famille Jackson ne cesse de monter. La frustration et le ressentiment d'Alex à l'égard de sa famille augmentent, alimentant un sentiment de colère et de désespoir. Le poids de ceux qu'il perçoit comme des échecs et la pression qu'il subit pour répondre aux attentes de son père deviennent insupportables. En apparence, la famille Jackson semblait être comme toutes les autres, mais sous la façade, une tempête se préparait. La pression croissante, les contraintes financières et les relations tendues ont créé un environnement toxique qui allait finalement déboucher sur un résultat dévastateur. C'est au matin du 15 juin 2021 que l'impensable s'est produit. Dans un acte de violence prémédité, Alex Jackson a pris la vie de ses parents et de sa sœur d'une manière brutale et calculée. Armé d'un fusil semi-automatique de calibre 22, il a déclenché une vague de coups de feu qui allait changer à jamais la vie des personnes impliquées et provoquer une onde de choc au sein de la communauté. Les détails de cette journée tragique font froid dans le dos. Alex a méthodiquement tiré à plusieurs reprises sur les membres de sa famille, les laissant morts dans leur propre maison. La violence et la brutalité de l'acte sont choquantes et laissent les enquêteurs et la communauté incrédules. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles n'ont trouvé aucun signe d'effraction ou d'intrusion. L'arme du crime, un fusil semi-automatique de calibre 22, a été retrouvée et les empreintes palmaires d'Alex étaient clairement visibles. Il devenait de plus en plus évident que le prétendu intrus qu'Alex avait décrit dans son appel au 911 n'était rien d'autre qu'une invention, une tentative de détourner la responsabilité de sa propre personne. Au fur et à mesure de l'enquête, l'horreur de la situation est devenue évidente. Jan Jackson a été retrouvé au niveau inférieur de la maison, le corps criblé de 5 blessures par balle. Melissa Jackson a été découverte dans la chambre principale, avec 3 blessures par balle. Enfin, Sabrina, âgée de 19 ans à peine, a été retrouvée dans sa chambre du niveau inférieur, adjacente à celle d'Alex, avec 2 blessures par balle. Le rapport du médecin légiste a révélé l'ampleur de la violence infligée aux victimes. Chaque membre de la famille est mort de plusieurs blessures par balle. Melissa Jackson ayant reçu une balle à bout portant dans l'œil, un détail qui a donné des frissons à ceux qui l'ont entendu. À la suite des meurtres, Alex Jackson a appelé le 911, affirmant qu'un intrus s'était introduit dans la maison et lui avait tiré une balle dans le pied, ainsi qu'à un autre membre de la famille. Mais les preuves recueillies sur les lieux racontent une autre histoire. Il n'y avait aucun signe d'effraction et rien n'avait été volé ou dérangé dans la maison. Les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu, dressant le portrait d'un jeune homme perturbé, poussé à commettre un acte de violence inimaginable à l'encontre de sa propre famille. Alors que l'enquête se poursuit, Alex est interrogé par la police tout en étant soigné pour la blessure par balle qu'il a reçue au pied. Malgré les preuves accablantes de sa culpabilité, il a continué à nier toute implication dans les meurtres, rejetant la responsabilité sur l'intrus présumé. Le procès qui a suivi a permis de faire la lumière sur les événements qui ont conduit au crime et sur les motivations qui ont poussé Alex à agir. L'accusation a soutenu que les relations tendues entre le père et le fils, associées à des pressions financières et à un sentiment de désespoir, constituaient le mobile des meurtres. Cependant, la défense a maintenu qu'il y avait un manque de preuves physiques et a mis en doute la capacité de l'accusation à établir un mobile clair, coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La salle d'audience est remplie d'un mélange d'émotions à mesure que la réalité de la situation s'impose. Alex Jackson, autrefois membre d'une famille apparemment ordinaire, est désormais un meurtrier condamné. Le procès s'est déroulé au palais de justice du comté de Linn à Cedar Rapids, dans l'Iowa, où Alexander Jackson, désormais condamné pour meurtre, s'est présenté devant la cour pour faire face aux conséquences de ses actes. L'accusation, menée par la première assistante du procureur du comté de Linn, Monica Slaughter, et l'assistant du procureur du comté de Linn, Jordan Shear, a présenté un dossier convaincant contre Jackson, visant à prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Le dossier de l'accusation reposait en grande partie sur les preuves recueillies sur la scène de crime. Brandon Bosenberg, un ancien enquêteur de la scène de crime de Cedar Rapids, a joué un rôle crucial dans la collecte des éléments de preuve essentiels qui ont permis d'établir un lien entre Jackson et les meurtres. L'un des éléments de preuve les plus importants a été la découverte des empreintes palmaires de Jackson sur le fusil semi-automatique de calibre 22 utilisé pour les meurtres. Cette preuve accablante ne laissait guère de place au doute quant à l'implication de Jackson. Il est allé jusqu'à se tirer une balle dans le pied pour tenter d'attribuer la responsabilité de ces meurtres sur un, et je le répète, cambrioleur fantôme qui n'a pas existé dans cette affaire. En plus des preuves matérielles, l'accusation a également présenté des preuves vidéo provenant des caméras de la sonnette Ring. Ces images n'ont montré aucun signe d'intrusion dans la maison des Jackson ou de sortie de celle-ci au moment des meurtres, ce qui a permis de réfuter les affirmations de Jackson, selon lesquelles l'agresseur était inconnu. L'absence d'effraction ou de signes de lutte à l'intérieur de la maison a renforcé le dossier de l'accusation, désignant Jackson comme l'unique auteur du crime. Le décès de chacun des défunts dans cette affaire ont été causés par de multiples blessures par balle. Chacune de ces blessures par balle a été tirée à des distances différentes. Il existe des preuves dans le dossier que les coups de feu ont été tirés à distance, puis chacun des défunts a été filmé de près et personnellement assuré la mort des victimes dans cette affaire, Jean, Melissa et Sabrina Jackson. Au fur et à mesure que le procès avançait, la salle d'audience était remplie d'un mélange d'émotions. Les membres de la famille des victimes, notamment Kay Jackson, la sœur de Jan, et sa fille, Danielle Jackson Parsons, étaient présents tout au long de la procédure, cherchant à obtenir justice pour leurs proches. La douleur et le chagrin qu'elles ressentaient étaient palpables, rappelant constamment la perte dévastatrice qu'elles avaient subie. Tout au long du procès, la défense, menée par les avocats de Jackson, Lindsay Garner et Tyler Johnston, a tenté de jeter le doute sur le dossier de l'accusation. Ils ont fait valoir que l'absence de preuves matérielles et d'un mobile clair devrait soulever des questions quant à la culpabilité de Jackson. Mais Johnston a souligné qu'il n'y avait pas la moindre preuve qui réfute la version des faits de Jackson, suggérant que le jury devrait envisager la possibilité d'une autre explication. Cependant, l'accusation a contré ces arguments en soulignant les relations tendues entre Jackson et sa famille. L'insistance de Jan Jackson pour que son fils trouve un emploi ou déménage, associé à la situation financière désastreuse d'Alex, a fourni un mobile pour les meurtres. En raison de ce qu'ils décrivent comme la nature odieuse et brutale des meurtres, les procureurs ont demandé au juge Anderson d'imposer les peines d'emprisonnement à perpétuité de manière consécutive. La nature et les circonstances de chaque infraction distincte. Dans ce domaine plus odieux, la nature odieuse et brutale de chacun de ces homicides justifie que le tribunal prononce 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive. L'État a demandé que Jackson purge 3 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a également été condamné à payer 450 000 $ de dédommagement. Il n'a montré aucune réaction à l'énoncé du verdict. Enfin, nous sommes au Nouveau-Mexique pour la mise en accusation de Nehemiah Griego, 15 ans, qui a tué de sang-froid toute sa famille. Il a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré et de 3 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. En janvier 2013, la communauté de South Valley, au Nouveau-Mexique, a été secouée par une fusillade dévastatrice qui a coûté la vie à 5 membres de la famille Griego. Nehemiah Griego, le fils aîné de 15 ans, a été arrêté et inculpé pour ces actes odieux. Cet événement tragique a provoqué une onde de choc dans tout le pays et a soulevé d'importantes questions sur la nature des crimes et la peine appropriée pour un délinquant mineur. Par une froide nuit de janvier 2013, la paisible maison de la famille Griego à South Valley, au Nouveau-Mexique, est devenue la toile de fond d'une horrible tragédie. La famille Griego était composée de Greg et Sarah Griego, parents dévoués de leurs 9 enfants et piliers de leur communauté. Cependant, leur vie apparemment idyllique allait bientôt être brisée par les actions de leur propre fils, Nehemiah Griego. C'est vers minuit que Néhémie, alors âgé de 15 ans, s'est engagé sur la voie d'une violence inimaginable. Armé d'un fusil semi-automatique de calibre 22, il s'est introduit dans la chambre de ses parents et a visé sa mère, Sarah. Le bruit du coup de feu a brisé le silence de la nuit, modifiant à jamais la vie de la famille Griego. Réveillé par le bruit, Zéphania, le jeune frère de Néhémia, entre dans la pièce en titubant, sans se douter de l'horreur qui l'attend. Néhémia informe sans ménagement Zéphania qu'il vient de tirer sur leur mère, une révélation qui le hantera jusqu'à la fin de sa vie. Sans hésiter, Néhémia a retourné l'arme contre son frère, mettant fin à sa jeune vie en un instant. Les échos glaçants des coups de feu ont résonné dans la maison des Griego, atteignant les oreilles des 2 jeunes sœurs de Néhémia, Jaël et Angelina. Lorsque Nehemiah est entré dans la chambre qu'elle partageait,
Il a été confronté au spectacle déchirant de ses sœurs, pleurant de peur et de confusion. D'un geste froid et calculé, il a pointé son arme sur chacune d'entre elles, mettant fin à leur vie innocente d'une simple pression sur la gâchette. Alors que les membres de sa famille gisaient sans vie dans leur maison, Nehemiah a descendu les escaliers, l'esprit rongé par une obscurité que peu de gens peuvent comprendre. Il attend patiemment que son père, Greg, revienne de son service dans un refuge pour sans-abri, sachant que l'arrivée de son père marquera le dernier chapitre de cette horrible histoire. Alors que les premières lueurs de l'aube commencent à poindre, Greg Griego rentre chez lui, s'enfonçant sans le savoir dans un cauchemar. Nehemiah, armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15, équipé d'une lunette de visée, déverse un déluge de balles sur son père. Le bruit des coups de feu a brisé la tranquillité de la matinée, laissant Greg mortellement blessé. Sa famille étant morte, Nehemiah s'est embarqué dans un voyage effrayant. Il a chargé les 2 fusils dans sa camionnette et s'est rendu à l'église, où il a rencontré sa petite amie. Dans une effrayante démonstration de tromperie, il l'a informé que sa famille avait été tuée dans un accident, dissimulant ainsi la vérité sur ses propres actes monstrueux. Alarmé par cette révélation, le pasteur et un inspecteur de la criminelle à la retraite de la congrégation ont pris la décision fatidique de reconduire Néhémie à la maison, sans se douter des horreurs qui les attendaient. Pendant le trajet, l'instinct de l'inspecteur à la retraite s'est manifesté, sentant que quelque chose n'allait pas. Craignant pour leur sécurité, il prend la courageuse décision d'appeler le 911, alertant les autorités de la tragédie en cours. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient sur le point de découvrir un crime qui allait choquer la nation. Après le massacre, le récit des événements par Néhémie a commencé à changer. Il a avoué avoir eu des pensées suicidaires et meurtrières, révélant les sombres profondeurs de son esprit troublé. Nehemiah a admis s'être procuré les armes à feu, utilisées lors du crime dans le placard de ses parents, ce qui témoigne avec effroi de la facilité avec laquelle il a accédé à ces armes mortelles. Il est même allé jusqu'à envoyer par courrier électronique une photo de sa mère sans vie à sa petite amie, rappel obsédant de la dévastation qu'il avait causée. Alors que la communauté est confrontée à l'énormité de la tragédie, les procédures judiciaires commencent à se mettre en place. À tout juste 15 ans, Nehemiah était considéré comme un mineur, mais la gravité de ses crimes soulevait des questions complexes quant à la marche à suivre. Selon la loi du Nouveau-Mexique, les mineurs accusés de meurtre au premier degré sont généralement jugés comme des adultes, mais ils ne peuvent être condamnés à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire a connu de nombreuses complications et, en janvier 2015, elle était au point mort. Des évaluations de la santé mentale de Nehemiah étaient en cours, ce qui ajoutait encore à la complexité de la procédure judiciaire. Toutefois, en octobre 2015, une avancée a eu lieu lorsque Nehemiah a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré et de 3 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. Le bureau du shérif a révélé que Nehemiah avait méticuleusement planifié les meurtres pendant des jours, ne laissant aucun doute sur la nature préméditée de ses actes. Il avait été détenu au Sequoia Adolescent Treatment Center pendant les 18 mois précédents, où son aptitude à être traité en tant que mineur serait évaluée. Les membres de la famille élargie ont soutenu l'idée d'une audience d'aménité, dans l'espoir de déterminer si Nehemiah pouvait être réhabilité plutôt que d'être jugé. De notre point de vue, Nehemiah est en isolement. Depuis près d'1 an et demi, nous souhaiterions un réglage dans les plus brefs délais. Le 11 février 2016, le juge John G. Romero du tribunal pour enfants du Nouveau-Mexique a rendu une décision capitale. Sur la base d'évaluation de la santé mentale, il a estimé que Nehemiah pouvait être traité et l'a condamné en tant que mineur. Cette décision signifiait que Nehemiah, alors âgé de 18 ans, serait probablement libéré d'un centre de détention pour mineurs lorsqu'il aurait 21 ans. Cependant, le procureur du comté de Bernalillo, Cary Brandenburg, a annoncé son intention de faire appel de la décision, déclenchant ainsi une bataille juridique féroce. Les événements choquants de cette nuit tragique et les développements juridiques ultérieurs autour du cas de Nehemiah Griego nous rappellent avec effroi les conséquences dévastatrices de la violence au sein de la cellule familiale. Je suis désolé d'avoir pris nos parents et nos frères et sœurs. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais en réalité, nous ne pouvons pas. Les procédures judiciaires entourant l'affaire Nehemiah Griego ont été marquées par la complexité et la controverse. En tant que mineur au moment du crime, la question de savoir comment le condamner de manière appropriée a pesé lourdement sur les épaules du tribunal. Si les mineurs accusés de meurtre au premier degré sont généralement jugés comme des adultes au Nouveau-Mexique, ils ne peuvent être condamnés à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, en août 2019, un tournant important s'est produit. La juge Alisa Hart a déposé une ordonnance de 75 pages au 2e tribunal de district judiciaire, renversant la décision du tribunal inférieur.
Elle a estimé qu'à l'âge de 22 ans, Nehemiah ne pouvait pas bénéficier d'un traitement ou d'une réadaptation dans les établissements disponibles. Le juge Hart a estimé qu'il devait être condamné en tant qu'adulte, compte tenu de la gravité de ses crimes et des nombreuses victimes impliquées. Voici ce qu'il a dit au juge lors de la détermination de la peine. Même les pires d'entre nous peuvent progresser. Même ceux qui ont connu l'enfer et en sont revenus peuvent encore y arriver. La décision de condamner Néhémie en tant qu'adulte avait des conséquences importantes. Il risquait désormais une peine pouvant aller jusqu'à 120 ans de prison, ce qui contrastait fortement avec la possibilité d'être libéré à l'âge de 21 ans. Le tribunal a reconnu l'ampleur des crimes commis et la nécessité de rendre des comptes. L'avocat commis d'office de Nehemiah a reconnu la possibilité d'une peine moins lourde et de la poursuite du traitement de ces problèmes sous-jacents. Les détails de ces discussions sont restés confidentiels en raison du statut de mineur de Néhémie au moment des faits. En fin de compte, Nehemiah Griego a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité concomitante, plus 7 années supplémentaires à exécuter consécutivement. Il a bénéficié d'un crédit pour les 2476 jours, équivalent à 6 ans et 285 jours, qu'il avait déjà purgés. Nehemiah doit purger une peine minimale de 30 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salle d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.